Bonjour Natacha, bonjour Laurent, merci d'être les premiers à expérimenter l'expérience Battle de France, une nouvelle émission de débat, mais qui prend un peu ses distances avec l'actu, qui sort de l'écume des jours pour aborder les grands débats qui traversent la société française et aussi parfois pour sortir du traditionnel clivage droite-gauche et essayer de faire émerger les vrais clivages, là encore, qui traversent la société. Bonjour Natacha Polony. Bonjour. Vous êtes essayiste et journaliste, notamment à Europe 1. Vous avez été professeur à Épinay-sur-Seine et vous publiez aujourd'hui « Bienvenue dans le pire des mondes » avec le comité Orwell, livre dans lequel vous expliquez notamment que le champ de nos libertés individuelles est en constant rétrécissement, notamment du fait des nouvelles technologies. Laurent Geoffrin, directeur des rédactions de Libération. Vous êtes également l'auteur du Réveil français. Voilà, livre écrit après le 11 janvier et finalement, livre assez optimiste, assez loin de notre premier sujet de débat qui est celui de la guerre civile. On peut le dire, oui. Mais avant de vous entendre sur ce sujet, notamment de la guerre civile, j'aimerais vous entendre tous les deux sur l'élection de Donald Trump. Alors les Américains ont élu Donald Trump pour de très nombreuses raisons. Et moi, j'aimerais savoir, l'un et l'autre, quels paramètres de ce vote est-ce que vous isolez? Est-ce que c'est l'Américain blanc qui a peur de perdre son pays? Est-ce que c'est l'oublié de la mondialisation qui a voté pour Donald Trump? Natacha Polony. Bon, je pense que si on regarde, enfin, il y a l'apparence des chiffres et il y a ce qu'il faut comprendre derrière l'apparence des chiffres. Si on regarde vraiment les chiffres, on peut estimer que les populations les plus pauvres ont sans surprise voté pour Hillary Clinton et que les populations les plus riches ont sans surprise voté pour Donald Trump. Ce qui signifie en fait que le cœur de cible de l'électorat démocrate, les minorités, a en effet voté comme on s'y attendait, le cœur de cible de l'électorat républicain également. Donc en fait ça ne nous raconte pas un phénomène qui est un phénomène de surgissement, qui est la dimension surprenante et nouvelle du phénomène Trump. Et la dimension surprenante et nouvelle du phénomène Trump, c'est toute cette marge où on a une partie de la population qui en fait est celle des petites classes moyennes, des classes ouvrières abîmées par la globalisation, de tous ces gens qui ont vu disparaître leur travail, qui ont vu disparaître parfois leur maison à cause de la crise des subprimes et des créances douteuses mises en place par les banques et qui tout à coup se réveillent floués de l'histoire. Et ce réveil-là, on le voit dans tous les pays occidentaux. C'est la première fois qu'on a une élection américaine qui est aussi proche des problématiques de l'Europe. C'est la révolte d'une part des populations qui sont celles qui sont les perdantes donc de la mondialisation et qui essayent de sortir de ce système dont les gagnants sont les grandes multinationales. C'est exactement ce que nous montrons avec le comité Orwell dans ce livre, c'est-à-dire que les grandes multinationales, en particulier le capitalisme californien, sont en train de remodeler le système économique et petit à petit le système politique pour essayer de contourner la démocratie et de mettre en place une dérégulation financière qui sert leurs intérêts. Laurent Geoffrin, j'aimerais vous demander, est-ce que vous prenez la victoire de Trump pour un échec pour vous? Du moins pour ce que vous représentez. Pour moi, personnellement. Du moins pour ce que vous représentez en France. Mon influence a été mince dans cette affaire. Non, ce que je veux dire, c'est que la gauche, aujourd'hui, partout dans le monde, se fait tailler des croupières par des partis qui disent représenter les oubliés, justement, les ouvriers. Ce n'est pas tous les oubliés, parce que si la variable la plus forte du vote Trump, c'est le vote ethnique. Si vous prenez les minorités ethniques, elles ont voté massivement pour Clinton. Et si vous prenez les Américains de race blanche, comme ça c'est le vocabulaire qu'on utilise aux États-Unis, ils ont voté en majorité pour Trump. Et effectivement, il y a une révolte contre l'immigration, contre les minorités, et il y a une révolte contre la mondialisation, ça c'est vrai. Mais tout ça est un mensonge absolu, parce que effectivement, les politiques trop libérales qui ont été menées depuis 30 ans ont conduit à une désagrégation sociale dont on voit les effets un peu partout. Mais les premières mesures qui sont annoncées par Trump, c'est la dérégulation financière, c'est la diminution des... Le libre-échange, par exemple, Trump y est plutôt opposé. Oui, oui, je suis d'accord, mais est-ce que ça va favoriser l'économie américaine? C'est un autre débat, ça. C'est une discussion qu'il faudrait avoir. Mais moi, je constate que c'est un candidat des riches. Il fera une politique pour les riches, c'est sûr. Or, il y a une rhétorique consistant à dire le peuple est contre les élites. Quand vous regardez le vote, c'est pas vrai.
les élites sont coupées en deux. Il y a la moitié ont voté pour Hillary Clinton, l'autre moitié pour Trump. Et le peuple, pareil, la moitié a voté pour Clinton, mais un peu plus de la moitié même. Et l'autre moitié a voté pour Trump. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une réaction identitaire, comme on dit, dans tous les pays du monde. Et qui est extrêmement dangereuse parce qu'elle va nous conduire à des régimes semi-autoritaires. Ça, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas en Hongrie. Les mesures qu'il propose Trump, il prend les minorités, notamment les latinos, pour le bouc émissaire de la crise, et maintenant il va prendre des mesures contre eux. Oui, mais je pense que si on se focalise sur un personnage comme Trump, on passe à côté d'un phénomène Erdogan, général. C'est-à-dire le vote, en l'occurrence ce vote, n'est pas un vote ethnique, c'est un vote économique. C'est la variable la plus nette. La peur ethnique, la peur, la crise identitaire, elle est la conséquence d'un système économique. Et à ne vouloir voir que la dimension identitaire pour expliquer que les gens qui votent de cette façon-là sont finalement des méchants racistes, mais attendez, j'ai on pas oublie dit seulement de régler le identitaire, il y avait les deux problème. facteurs, mais ce facteur identitaire est très important. Très bien. Mais en plus, on ne peut pas réduire tout à l'économie. Aux États-Unis, même quand l'économie marchait très bien, le vote des minorités allait toujours vers les démocrates et le vote des blancs vers les républicains. Il ne s'agit pas de réduire à l'économie. Il y avait cette semaine un extraordinaire édito de Riss, comme souvent d'ailleurs dans Charlie Hebdo, qui disait que le grand échec de la gauche américaine, c'est justement d'avoir découpé le peuple en tranches et d'avoir donc sa propre obsession identitaire, c'est-à-dire en traitant des minorités noires, des minorités homosexuelles, des minorités latinos, des minorités, des femmes considérées comme une minorité, ce qui est un comble. Obama n'a jamais dit ça. Oui, mais c'est une tendance générale on va dire, d'une forme de gauche qui est la gauche sociétale dans les pays occidentaux. C'est pas toute la gauche, c'est une gauche spécifique et c'est celle qui se fait le plus entendre. Et elle a maintenant à reconstruire un discours sur le commun, sur ce qui permet... On va en reparler. C'est un débat sur les États-Unis. Mais Obama n'a jamais dit ça. Au contraire, il s'est placé dans l'optique d'une américaine. Obama, c'était Hillary Clinton. Et Obama a été réélu deux fois. C'était Hillary Clinton qui était candidate ce coup-ci. Oui, mais enfin, on avait 8 ans, parce que Natacha parle de la gauche. Alors j'imagine que la gauche américaine, c'est Obama en partie, il était président. J'ai dit que c'était une et donc, il avait le discours exactement inverse de celui que vous tenez. La gauche tient un discours universaliste qui est contré par le discours identitaire, parce qu'on fait passer les valeurs ethniques ou les valeurs culturelles avant les valeurs universelles. Mais la gauche universaliste, c'est-à-dire en partie la gauche qui peut s'exprimer comme une gauche républicaine, elle est attaquée depuis... J'appelle ça, je n'ai pas dit que vous n'étiez pas républicain, il y a différentes acceptions du terme républicain. Et ce qu'on appelle la gauche républicaine, c'est en particulier celle qui, depuis des années, essaye de contrer ce discours communautariste de désagrégation de la société et au nom de l'universalisme des Lumières. Or, cet universalisme a été attaqué par un certain discours qu'on classe à gauche, un discours qui consiste à dire qu'il faut reconnaître en chacun d'abord sa différence, etc. Et c'est tout à fait ça, c'est une obsession identitaire. On a toute une partie de la gauche qui classe en permanence les gens en fonction de leur origine ethnique. On est déjà en plein dans le prochain débat qui est celui de la guerre civile. Donc avec ces obsessions identitaires, vous connaissez le discours actuel qui semble penser que tout va tellement mal que ça ne peut finir qu'en de violences très graves, avec une guerre civile par exemple. Ce scénario a déjà été imaginé par des écrivains, on pense notamment à Houellebecq qui en avait parlé au moment de son livre Soumission, à aussi Éric Zemmour, à Laurent Oberton qui a sorti un livre Guérilla il y a très peu de temps, mais ça passait justement pour un fantasme il y a encore peu de temps, mais depuis les attentats, on se met à se demander si ça ne risque pas finalement d'arriver. Yvan Rioufol a publié La guerre civile qui vient, et le directeur de la DGSI a dit que la guerre civile nous attendait. Donc Laurent Geoffrin, vous qui avez écrit Le Réveil français justement, dans lequel vous critiquez les défaitistes, parmi lesquels ceux que je viens de citer, Zemmour, Finkielkraut, mais aussi Natacha Polony, me semble-t-il. Donc les défaitistes, c'est je crois, les défaitistes, les déclinistes qui avaient, je vous cite, intérêt... Les déclinistes et la guerre civile, c'est... Bon, des défaitistes qui avaient intérêt à propager ce genre de thèse, en tout cas à prophétiser la catastrophe pour imposer à la population française des lois dont elle ne voudrait pas. Je vous cite. Donc aujourd'hui encore, pensez-vous qu'il ne s'agisse que de fantasmes? Et finalement, pensez-vous que les inquiets avaient tort de s'inquiéter? Alors, je vais reprendre la formulation telle que vous l'avez énoncée. Sommes-nous en guerre civile? C'est une formulation fausse, c'est une formulation dangereuse, et pour polémiser un peu la discussion, c'est une formulation préfasciste. C'est-à-dire que... tout à fait, et je vais vous montrer pourquoi. Parce que si on est en guerre civile,
Imaginons, puisqu'on agite ce spectre. Si on est en guerre civile, il faut prendre des mesures de guerre. La guerre. Manuel Valls dit qu'on est en guerre. On est en guerre avec le terrorisme, c'est autre chose. Oui, on est en guerre avec le terrorisme en Syrie, ça c'est vrai, bien sûr. Le terrorisme en France, c'est pas exactement de la guerre. Enfin, c'est des distinctions importantes, c'est pas seulement de la sémantique. Donc quand on dit « sommes-nous en guerre civile en général ?» en France, on prépare l'opinion, effectivement, à prendre des mesures qui correspondent à une situation de guerre. Quelles sont ces mesures? On en voit déjà l'embryon avec l'état d'urgence, qui est nécessaire vis-à-vis du terrorisme. Enfin, c'est quand même très circonscrit. Si on dit que c'est la guerre civile, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut prendre des mesures, vraiment, il faut limiter la liberté d'expression, il faut surveiller les fauteurs de guerre civile. Est-ce que c'est un scénario probable pour vous? C'est ce que veulent un certain nombre de gens. Il y a un nouveau système qu'on essaye d'instaurer. Valeurs Actuelles, par exemple, qui a fait Ils veulent la guerre civile. C'est pas qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent prendre des mesures préventives pour l'empêcher, disent-ils. Oui, mais donc vous supposez qu'il y a effectivement un vrai risque de guerre civile en France. Pas vous? Pas du tout, non. Le patron de la DCRI, vous pensez que c'est qui fantasme? Je pense que c'est une formulation maladroite et qui ne correspond pas du tout à la réalité. C'est quoi une guerre civile? Une guerre civile, c'est ce qui est passé en Yougoslavie. C'est-à-dire qu'on prend un fusil, on tire sur son voisin. Est-ce que les gens n'ont pas parfois raison d'être inquiets? La guerre civile, elle se passe en Syrie. En Syrie, il y a une guerre civile, c'est vrai. Et donc, plaquer ce concept-là, qui est un concept connu dans l'histoire, une guerre civile, on sait ce que c'est la guerre civile espagnole. Ça. Le plaquer sur la situation française, c'est de la propagande, si vous voulez. On cherche à faire peur aux gens pour leur faire admettre des choses. Et deuxièmement, ce type de formulation, dans ce type de débat, a l'avantage de mettre celui qui dit que c'est exagéré, moi par exemple, dans le camp des modérés, des mous, des sociodémocrates irresponsables, etc. Est-ce que vous pouvez considérer que les gens ont des bonnes raisons d'avoir peur? C'est un piège rhétorique. C'est-à-dire consiste à dire, on annonce une catastrophe, tous ceux qui disent que peut-être qu'elle ne se produira pas, c'est des gens qui ne comprennent rien à la situation, qui sont coupés du peuple, etc. Donc je trouve cette formulation absolument scandaleuse. Piège rhétorique ou en partie réalité, le concept de guerre civile? Je vais rassurer Laurent Geoffrin. Je pense que nous ne sommes pas en guerre civile. Oui, ensuite, je pense que quand on emploie ce terme, il faut faire très attention et définir ce dont on veut parler. En revanche, il ne faut pas mélanger les Cassandres, et d'ailleurs, c'est l'histoire de Cassandre qui essaye d'empêcher que tout cela arrive, qui en général ont raison et essayent d'empêcher le pire, et ceux qui, au contraire, souhaitent agiter les fantasmes et les peurs pour les utiliser. Mais ceux qui, éventuellement, peuvent parler d'un risque à venir de guerre civile ne sont pas forcément ceux qui le souhaitent. En revanche, de quoi parle-t-on exactement? D'abord, si on veut dire que nous sommes en guerre, ce n'est pas du tout la même chose qu'une guerre civile. Donc il y a ce que des gens comme Manuel Valls ou d'autres ont appelé une guerre contre le terrorisme, et il se trouve que le terrorisme s'invite chez nous. La question est de savoir pourquoi. Si on veut parler là-dessus de guerre civile, il faut être très précis. On peut considérer que quand on a des jeunes Français qui viennent tirer à la Kalachnikov sur des gens qui sont en train d'écouter un concert ou de boire en terrasse, ils sont français. Il y a donc une guerre entre Français. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des gens qui sont des terroristes djihadistes et qui tirent sur des Français en général, de toute confession, de toutes origines, qui se reconnaissent dans le modèle de société qui est le nôtre. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une guerre entre une ethnie et une autre. C'est une guerre que font certaines personnes contre le modèle de civilisation qui est le nôtre et que nous pouvons partager d'où que nous venions. Ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce qu'on va vers ça? Je pense que si on ne fait rien, si on laisse la société française dans l'état où elle est, c'est-à-dire avec des tensions qui montent de tous les côtés, des gens qui tiennent des discours de plus en plus haineux et de plus en plus radicaux de tous les côtés, alors il y a un risque qui est multiple. Ça peut être un risque d'affrontement et de basculement. Moi, je ne sais pas ce qui se passerait s'il y avait de nouveaux attentats de l'ampleur de ceux du Bataclan. Et ça peut faire basculer des gens en face dans quelque chose d'extrêmement dangereux qui mélangerait tout et qui s'attaquerait à une part de la population, en l'occurrence les musulmans. Voilà. Il peut y avoir ça. Comme en Corse? C'est possible. Alors, en Corse, oui. Il y a une partie de ça, mais il faudrait revenir spécifiquement sur la façon dont ça s'est passé. C'est pas exactement celui-là. Voilà, c'est pas tout à fait ça. C'était surtout une logique de caïd qui voulait privatiser une plage. Bon, et puis il peut y avoir aussi, et il y a aussi surtout
des tensions tout autres, qui sont entre des populations qui se sentent oubliées, qui rejettent le système et qui peuvent un jour décider de rejeter la démocratie s'ils s'aperçoivent que la démocratie leur est confisquée. Les sociétés occidentales peuvent aussi s'effondrer sur ce plan-là. Mais vous voyez qu'on a des dangers très divers. Donc ce n'est pas une question de... Enfin, quand on dit guerre civile, on n'a pas dit grand-chose. Il faut analyser l'ampleur des phénomènes. De manière très volontaire, et c'est très conscient. Ou maladroite quand c'est la DGSE. Bon, vous êtes sur le terme sémantique, guerre civile, c'est pas moi qui ai inventé les tensions qui semblent traverser la société française, elles vous inquiètent? Oui, mais justement, voilà exactement le piège rhétorique. Comme je dis qu'il n'y a pas de guerre civile, on va me dire, alors donc... je vous laisse l'occasion de préciser votre pensée. Donc, tout va bien. Allez-y, tout va bien. Alors, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la violence, de la délinquance, ou est-ce qu'on parle des relations? Parce que, en général, les gens qui disent ça, par exemple, dans le numéro de Valeurs Actuelles consacré à ce thème, immédiatement, on va vers la minorité musulmane. Donc, on a compris. Donc, il y a une guerre civile, et la guerre civile, qui sont les fauteurs de troubles? Ce sont les musulmans. C'est ça le raisonnement. Ce raisonnement est honteux, scandaleux. Alors peut-être pas les musulmans, mais est-ce qu'il y a un problème spécifique avec l'islam? Mais pas de guerre civile. En France. La plupart des musulmans, ils sont au contraire. Ils n'arrêtent pas de condamner les actes de violence. Ils n'arrêtent pas de s'inquiéter du fait qu'ils vont être les victimes ensuite. Il n'y a pas eu pour l'instant. Mais ils vont être les victimes de représailles. Donc ils sont très hostiles à toute cette perspective que vous agitez. Parce que c'est vous qui avez posé la question, je sais rien. Et donc c'est une manière de diviser et surtout d'amalgamer tous les gens qui sont différents. C'est-à-dire tous les musulmans sont étrangers à la culture française, donc ils sont dangereux. Et comme on va vers la guerre civile, il faut s'en occuper de manière un peu plus musclée. C'est ça le raisonnement. C'est le raisonnement de Zemmour qui dit il n'y a qu'à les déporter, comme ça sera plus simple. Non, il n'a pas vraiment dit. Pas forcément. Pas vraiment, il n'a même pas du tout dit ça. Encore une fois, il a dit, quand on a déporté des millions d'Allemands après la guerre... Ça ne veut pas dire on va les déporter. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des mouvements de population. Sauf que l'entretien a été contesté, le journaliste a reconnu lui-même que ce n'était pas les paroles données, mais on ne va pas refaire. Non, c'est que le journaliste on pourrait parler celui qui avait prononcé le mot déportation. Mais on ne va pas refaire Zemmour, mais on peut s'intéresser aux questions de fond et oublier peut-être Zemmour, Finkielkraut, etc. Je parle des tensions de la société française. Zemmour, c'est très différent. Les tensions de la société française, elles vous inquiètent? Comment les résoudre? Voilà une question. Non, est-ce que d'après vous, si vous me donnez 3 heures, je peux vous répondre. Mais... Est-ce que d'après vous, il y a des inquiétudes identitaires qui ont lieu d'être, ou est-ce qu'elles sont seulement agitées par des médias et des hommes politiques qui ont intérêt à le faire? Est-ce que dans le... Non, il y a des quartiers où ces inquiétudes identitaires sont tout à fait justifiées, bien sûr. Est-ce que mais si vous voulez me faire dire que tout va bien, je ne le dirai pas, ne vous inquiétez pas. C'est ce que je voulais savoir. Donc voilà, vous avez un problème de délinquance qui est important en France. La délinquance a beaucoup augmenté sur le moyen terme. Alors, pas la délinquance... C'est pour ça que l'histoire de la guerre civile, c'est quand même incroyable de dire ça. Le nombre d'homicides en France, il diminue. Sauf en 2015 où il y a eu des attentats terroristes. Le reste du temps, il diminue. Et c'est comme ça dans la plupart des pays occidentaux. Donc comment est-ce qu'on peut parler en même temps d'une situation de guerre où agiter ce spectre? De quoi on parle? Laurent, ce qui a augmenté, c'est pas du tout pour minimiser, mais ce qui a augmenté, c'est les violences contre les personnes, les vols, et puis les cambriolages, les viols, etc. Bon, il y a un problème de délinquance en France, tout le monde le sait. Laurent, tout le monde l'a reconnu depuis longtemps. C'est pour ça qu'il faut parler d'une montée des tensions qui est très dangereuse. Parce que, évidemment que les homicides baissent, mais les homicides, justement... C'est contre-intuitif, si j'entends le discours ambiant. Non, c'est pas du tout contre-intuitif. Dans la mesure où les homicides concernent très peu de personnes et sont en général dus à des drames entre gens qui se connaissent, des drames internes. En revanche, la montée de ce qu'on appelle au sens large les incivilités, la montée des violences contre les personnes, la montée des cambriolages qui sont en fait ce qui touche les plus pauvres, les gens qui n'ont pas grand-chose et qui ne peuvent pas se protéger, tout ça est en train de faire monter à ébullition la société. Il y a une montée, c'est vrai. Pardon, mais quand vous vous promenez par rapport à 1950, il y en a 5 fois plus. C'est vrai. Vous sentez la société a complètement changé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir partout, quand je me promène en France, mais même au fin fond des Corbières, où on peut trouver des gens qui vous disent, et ce discours-là, bien sûr qu'on le connaît, je n'avais aucun problème jusqu'à présent à laisser tout ouvert, ma maison ouverte et tout, je suis obligée de me barricader maintenant. Ces gens-là sont des gens qui sont sous tension. Mais vous faites comme et si l'État ne faisait rien. C'est très dangereux de les laisser sous tension. L'État, il réagit, il fait des choses. Pardon, mais il y a une impuissance à régler les questions. Regardez les délinquants qui n'arrivent même pas à rentrer dans certaines Il y a un nombre de gens en prison, il n'y en a jamais eu autant.
Mais la France a nettement moins de places de... Pardon, mais la France a nettement moins de places de prison, par exemple, que l'Angleterre. Donc, il n'y a jamais eu autant de personnes en prison. Il y en a beaucoup trop. Si le nombre de prisonniers augmente. Pour le nombre de places de prison. La longueur des peines augmente aussi. Et le nombre de lois répressives s'est multiplié de manière incroyable. Mais c'est l'augmentation de la violence face à eux. Quand un policier se fait enfermer dans une voiture et qu'on lui jette des cocktails Molotov, le but c'est clairement de le tuer. Il faut arrêter ces criminels et les mettre en prison tout de suite. Quand les policiers ne parviennent pas à rentrer dans des cités sans se faire caillader, quand les policiers ne parviennent même plus à rentrer dans certains quartiers. qui sont des quartiers qui sont en décalage complet avec la vie sociale normale. Oui, c'est vrai ça. C'est comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'est-ce qu'on risque vraiment, en fait? Pas du tout la guerre civile. Pour faire une guerre civile, il faut des armes, il faut un parti, il faut être organisé, etc. Il n'y a pas du tout, là, c'est pas du tout ça. Ce qu'on risque, c'est des émeutes. Des émeutes urbaines, comme il y a eu déjà en 2006, me semble-t-il. 2005. Et comme il y a eu aux États-Unis, comme il y a eu en Grande-Bretagne, c'est ça qu'on risque, à mon avis. Vous êtes d'accord sur effectivement, il y a des mesures de sanctions d'abord, de répression à prendre, mais il y en a qui sont prises, contrairement à ce qu'on dit, par la droite et par la gauche. C'est totalement faux de dire que les pouvoirs publics ne font rien, ça c'est pas vrai du tout. Et deuxièmement, il y a des mesures de prévention. Et ce volet-là est également important. C'est-à-dire, il y a le taux de chômage, il y a les inégalités qui jouent un rôle important, il y a la désagrégation des familles, tous ces facteurs qui sont concentrés dans certains quartiers produisent une espèce de culture de la délinquance et de la violence. Justement, vous avez l'air d'accord sur le constat de la délinquance, vous soulignez l'aspect social du phénomène. Est-ce que c'est un lien avec la question de l'intégration malgré tout? Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. J'attendais que ça vienne. C'est une vraie question. Natacha ? L'intégration, c'est un terme qui doit désigner l'ensemble des moyens qu'une nation met en place pour que des jeunes générations, toutes les jeunes générations, se sentent appartenir à cette nation. Ça ne concerne pas que les enfants d'immigrés ou les immigrés. Ça concerne tout le monde, c'est-à-dire que ce sont les règles de vie en commun, les références communes qui font que les gens qui se croisent dans une rue ne se sentent pas étrangers les uns aux autres. Et c'est cela qui permet de limiter cette violence quotidienne, cette insécurité que chacun rencontre parce qu'il a l'impression justement que les autres sont des étrangers et de potentiels agresseurs. Donc l'intégration ne concerne pas seulement la question de ceux qui viennent d'ailleurs. En revanche, ça nécessite un travail de fond, que ce soit dans le discours qu'on tient à tous ces enfants à l'école, la façon dont on leur parle du pays, la façon dont on leur explique ce que sont les valeurs communes de cette civilisation. Et ça, c'est vrai, ça a été abandonné depuis 30 ou 40 ans, parce que par exemple, on pourrait citer, il y a un nombre de facteurs absolument majeurs. Et il y a les facteurs sociaux que citait Laurent Geoffrin. Il faudrait d'ailleurs réfléchir et se pencher de façon beaucoup plus importante qu'on ne le fait sur les conséquences que peuvent avoir sur le tissu social la désagrégation des familles. Les familles monoparentales sont en souffrance. Ce sont des femmes qui se retrouvent seules à élever des enfants, souvent dans des conditions de paupérisation absolument dramatiques. Tout cela, la société ne le traite pas suffisamment. Mais il y a aussi la question de savoir ce que c'est qu'une nation. Et c'est ça qu'on a abandonné aussi. On a abandonné l'idée qu'il fallait transmettre aux jeunes générations le sens du commun, tout simplement. Ça passe par l'histoire, ça passe par la littérature, ça passe par la langue, par un travail majeur sur la langue française. Aujourd'hui, les carences en langue française que l'on voit chez de nombreux jeunes sont évidemment un facteur de déclassement, un facteur de violence. Ça mettra des années à se réparer. Vous préférez parler d'intégration que d'assimilation ? Parce que je pense que la démocratie repose sur la différence entre espace privé et espace public. Dans l'espace privé, nous avons notre propre histoire, nous avons nos différentes strates identitaires. Nous sommes tous des agrégats d'identités différentes. C'est-à-dire que elles jouent les unes avec les autres dans les différents moments de notre vie. Par exemple, il y a des moments de ma vie où je suis renvoyée à mon identité de femme. Il y a des moments où je suis, disons, pleinement dans cette identité française que je défends. Il y a des moments où les différentes identités de ma famille ressurgissent et tout cela constitue ce que je suis. Mais c'est ma part privée. Dans l'espace public, je suis un citoyen, au même titre que tous les autres. Et c'est cette différence entre espace public et espace privé qui permet de vivre pleinement la démocratie, qui s'appuie
sur cet espace neutre que crée le principe de laïcité. Et je pense, pour ma part, que c'est la seule façon de faire vivre ensemble des gens différents, avec des histoires différentes, des religions différentes. Natacha, on peut être d'accord sur le fait qu'il y a un problème de bien commun en France et peut-être d'intégration en général, mais est-ce que malgré tout, quand il y a ce problème-là, la question des flux migratoires se pose? Vous avez été prof à Épinay-sur-Seine. Est-ce que c'est pas plus dur quand il y a des classes où on concentre des enfants de familles qui ne savent pas parler français? L'arrière-pensée du raisonnement, c'est que vous pourrez répondre, Laurent Geoffrin. On va laisser Natacha. On part de la guerre civile. Et on parle des solutions, et d'intégration. On arrive aux musulmans. Voilà. Personne n'a parlé de musulmans. Immigrés et musulmans, c'est pas forcément la même chose. Mais les flux migratoires, c'est pas les Suédois, c'est pas les Américains, c'est pas les Allemands. C'est vous qui faites le rapprochement. J'adorerais qu'on arrête de supposer qu'un jeune dont les parents sont algériens ou marocains est forcément musulman. Parce que moi, je suis laïque. Mais moi, je ne parle pas pour moi. Je traduis pardon. ce qu'on veut dire. Non, vous traduisez en fonction de vos conceptions. Laissez Natacha répondre et vous pourrez répondre. Il faut couper la parole, c'est à vous que je voulais faire. Vous traduisez en fonction de vos conceptions. En effet, on ne parle pas de musulmans. Qui sont constamment dans les journaux de propagande. Oui, absolument. J'en prête. C'est dangereux, mais bon. Oui, mais il suffit de lire les textes. J'ai employé des paroles très claires pour le coup. En l'occurrence, Alexandre Devecchio n'est pas Rioufol ou Zemmour. Je ne connais pas, donc... Mais donc il ne faut pas supposer le raisonnement est exactement le même. Laissez Natacha répondre. Et je laisse parler Natacha. Enfin, je n'ai pas beaucoup parlé, je suis présent. Mais on vous laissera répondre là-dessus. Parce que je vous laisse sa réponse en tant que prof à Épinay-sur-Seine sur cette question précise. Alors, il est évident que quand on veut, comme la France, accueillir des populations qui viennent de différents pays, il faut absolument que la machine à intégrer fonctionne. Sinon, on crée des ghettos, on enferme les gens dans leur identité supposée, et c'est ce qu'on a fait pendant des décennies. C'est-à-dire qu'on a une conjonction de ghettos urbains, d'endroits où on a concentré des populations immigrées qui arrivaient, et où on a concentré dans les écoles les enfants de ces gens-là qui sont français. Parce que, attention, quand on est professeur à Épinay-sur-Seine, on a en face de soi une moitié de la classe qui arrive, qui est d'origine, enfin qui est d'ailleurs de nationalité malienne ou tout ce qu'on veut sénégalaise. Et puis, on a des enfants qui sont des enfants d'immigrés, mais qui sont totalement français. Le problème est de savoir si on les a intégrés symboliquement et culturellement à la nation française. En les concentrant dans des ghettos où ils ne croisent que des gens qui ont une histoire familiale, qui ont des valeurs, des habitus, comme on dirait en sociologie, qui ne sont pas ceux de la majorité de la société française, on ne les aide pas. Il suffit de voir la manifestation de ces mères à Montpellier qui avaient demandé il y a 2 ans à ce qu'il y ait un tout petit peu plus d'enfants blancs dans la classe de leurs enfants parce qu'elles voulaient qu'ils s'intègrent. C'est-à-dire que c'est un mélange, c'est une transmission, c'est quelque chose qui doit se passer naturellement et on a brisé ce processus naturel. Et je pense que c'est extrêmement dangereux parce que quand on a en face de soi des jeunes gens qui sont issus de l'immigration, mais qui sont français, eh bien, on n'est pas là, en tant que prof, pour leur parler de leurs origines, de leurs racines. On est là pour leur parler de leur pays, c'est la France, et de leur héritage, qui est sans doute le seul, parce que très souvent, ils sont de milieux très défavorisés, et la République non plus ne les aide pas à sortir de cette condition sociale. En tout cas, l'école d'aujourd'hui ne les y aide plus du tout. La seule chose qui leur reste, c'est cet héritage. Et il faut le leur transmettre parce que c'est à eux, et parce que c'est ça qui va leur permettre ensuite de jouer avec leurs identités différentes, et de savoir qui ils sont. Quand on crée une acculturation, quand on crée de la déshérence, on crée quelque chose qui peut se renverser, qui peut se transformer en frustration et qui peut ensuite se retourner contre la société. Quand je vous entends, j'ai vraiment l'impression que c'est le mot assimilation que vous êtes en train de définir, en fait. Non, justement, parce que le mot assimilation, le mot assimilation, c'est celui qui consiste à dire qu'il faudrait effacer son identité et qu'il faudrait avoir un imaginaire commun. Qu'il faudra avoir un imaginaire commun. Mais non, ça c'est l'intégration. C'est lorsqu'on a abandonné le discours assimilationniste pour le discours de l'intégration qu'on a eu tous les effets que vous venez de décrire finalement depuis les années 80 à peu près. Justement, mais on n'intègre plus depuis les années 80. L'assimilation, c'est quelque chose qui peut se faire de façon naturelle et personnelle dans des familles où on va choisir à titre individuel de tout faire pour coller à la société d'accueil. C'est ce qui s'est fait dans beaucoup de familles, en effet, pendant des décennies. Mais l'intégration, c'est politique. C'est l'État qui le met en place. Et c'est ça qu'on a abandonné depuis 40 ans. Alors, sur l'assimilation, c'est un mot d'ordre, nouveau d'ailleurs, parce qu'on n'en parlait pas.
Non, les choses se faisaient, on n'en parlait pas. Et c'est depuis qu'on est obsédé par les différences, mais à gauche aussi, hein, qu'on parle d'assimilation. L'assimilation est quelque chose d'humiliant. Votre être ne nous convient pas du tout. Il faut que vous changiez complètement votre personnalité. Si vous êtes musulman, c'est louche. Hein, vous parlez à 2 assimilés qui ne se sentent pas du tout humiliés. Oui, bon, c'est très bien pour vous. Mais c'est ça qu'on dit aux gens, c'est que votre identité d'origine, c'est pas bien. Changez. C'est pas ça. L'intégration. Pardon, mais ça me gêne un peu de façon de formuler. L'intégration, ça consiste à dire, il y a des valeurs communes, il y a une histoire commune, il faut l'enseigner effectivement. Mais ce sont principalement, surtout en France, des valeurs universelles auxquelles il faut adhérer. Et quand on entend, par exemple, des gens dire oui, mais la France, quand même, l'identité, elle est chrétienne, ce qui est vrai sur le plan historique, mais ça tend évidemment à éjecter tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Et quand on dit la France, elle est blanche, comme Madame Morano, ce qui est assez vrai d'ailleurs, enfin, plutôt ethniquement parlant, depuis des siècles, la France est plutôt blanche. Mais ça tend évidemment à dire aux autres, vous n'êtes pas des bons Français, par définition, pas uniquement par votre existence. Quoi. Vous êtes étranger, même si vous êtes français. Donc c'est une très mauvaise manière de prendre les choses. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une culture commune, une culture politique, juridique, et une culture tout court commune. C'est ça qu'il faut. Et donc il faut prendre toutes sortes de politiques extrêmement volontaristes pour pousser dans le sens de cette intégration. Par exemple l'école, par exemple les quartiers en déshérence, par exemple les inégalités sociales, par exemple les discriminations à l'embauche ou les discriminations au logement qui sont un problème. Et il suffit de faire des tests. Hein, on sait bien que dès que vous avez un nom à consonance étrangère, africaine ou nord-africaine, vous avez beaucoup plus de mal à vous loger. C'est vrai. Donc c'est un mécanisme d'exclusion. Donc il faut faire ça. Il faut faire ça, effectivement. Et l'école a un rôle central. On va en parler, j'imagine, dans la deuxième partie. Qu'est-ce que vous pensez de l'identité heureuse d'Alain Juppé ? Ça ne me choque pas, puisqu'il a expliqué lui-même que c'était un objectif. Donc, si on dit que c'est un objectif, tout va bien. Natacha s'est prononcée plutôt pour un modèle d'intégration. Oui, mais je ne suis pas en désaccord avec ce qu'elle dit. Ça dépend ce qu'on entend par culture commune. Pour moi, la France, c'est une longue histoire. Il y a l'histoire des rois, il y a l'histoire de l'Ancien Régime, il y a l'histoire chrétienne, il y a tout ce qu'on veut, tout ça est très bien. Et il y a les cathédrales, formidables. J'ai beaucoup de dévotion pour cette culture-là, mais c'est depuis 1789, ou en tout cas depuis le siècle des Lumières, c'est une identité républicaine et universaliste. C'est un des rares pays dans le monde, avec les États-Unis, avec quelques autres, qui ont un message universel. Donc si vous êtes universaliste, vous êtes contre le multiculturalisme ? Mais je ne sais pas ce qu'on entend par multiculturalisme. Mais qu'est-ce que vous mettez derrière universalisme ? C'est encore un truc pour dire les immigrés, on est contre. Toujours. Mais non, mais attendez, mais si. Laurent, pardon, mais il me semble que dans tout ce que vous racontez... Si c'est multiculturalisme, c'est l'exclusion, je suis contre. Si vous en revenez... multiculturalisme, c'est le voile à l'école, je suis contre. Si c'est le multiculturalisme, c'est je ne sais pas moi, prier dans les rues au lieu d'aller prier à la mosquée, je suis contre. Si vous voulez me faire dire ça, je le dis. Mais par contre... on a le droit d'avoir son culte à soi, on a le droit d'avoir sa personnalité, d'avoir sa culture, on a le droit d'avoir des liens avec des pays d'origine. C'est tout à fait... Quand les Portugais vont défendre l'équipe du Portugal, on n'en fait pas un scandale. Quand c'est les Algériens qui vont défendre l'équipe d'Algérie, évidemment là, ça fait scandale. Donc, c'est un peu bizarre. C'est pas tout à fait ça. C'est aussi parce qu'ils sifflent la Marseillaise, en effet, et parce que ça se passe de façon violente et que c'est une forme de revanche, alors que les Portugais ne prennent en général pas de revanche. Les Portugais sont beaucoup mieux. Mais j'ai pas dit qu'ils étaient mieux, Laurent. Arrêtez de tordre les choses, mais vous en revenez en permanence. Je ne tords pas les choses, je lis la presse de droite et j'en tire la substance. Mais je sais pas, lisez la... Ben non, je suis pas de droite. Mais non, mais j'entends le vocabulaire, c'est le même. Lisez ce que vous voulez dans la presse de droite, le problème n'est pas là. La question est que vous en revenez en permanence. En fait, vous êtes vraiment obsédé par le christianisme face aux musulmans. C'est en permanence sous-jacent dans votre discours. Pas du tout. C'est ce que j'entends tout le temps. Vous décrivez... non, mais vous y participez. Non, pas du tout. Je suis très républicain. C'est un point sur lequel on est d'accord. Moi, je suis très républicain. Vous décrivez l'histoire de la France en disant il y a les cathédrales, la chrétienté, les rois, et ensuite il y a la République.
Oui, mais pardon, mais oui, c'est quand même oublier chronologiquement, l'héritage grec et romain de la France qui, à mon avis, est absolument crucial et essentiel. Et c'est ça qui permet justement de comprendre la continuité et de comprendre l'histoire. Si vous avez oublié ce que sont l'humanisme et les Lumières, c'est ça l'identité de la France. C'est la construction très lente de tout cela et d'un universalisme. Donc la question n'est pas de savoir si la transmission de cela va être une façon d'exclure les musulmans, comme vous dites. Le problème que nous avons depuis plusieurs années, et qu'il y a un mouvement intellectuel de déconstruction de l'universalisme, des Lumières et de l'humanisme, au nom de l'idée que tout cela, ce serait justement une forme ethnique. C'est-à-dire que nous avons des écoles intellectuelles qui nous expliquent que c'est une forme de colonialisme que de prôner ces valeurs universelles. C'est ça notre problème. Enfin, c'est une des dimensions de notre problème en France. Pourquoi ? Parce que... Ah pardon, mais provenez-vous justement dans l'école française, écoutez le discours des professeurs et vous comprendrez que ça... l'université. Mais pas du tout. Moi, je pense pas ça du tout. Il y a une porosité qui fait que ce discours-là, petit à petit, a glissé et qu'en permanence, on renvoie les gens à leurs origines au motif que l'universalisme serait une sorte de pression qu'on leur imposerait pour justement qu'ils oublient leurs origines. Ça me semble un problème aujourd'hui parce que ça interdit à des tas de jeunes gens de se sentir eux-mêmes pleinement français. Et je pense que c'est extrêmement dangereux et que nous en payons la conséquence. Une autre école de pensée qui est beaucoup plus visible, et qui consiste à dire qu'il y a une très grande différence culturelle entre les Français, comme disent ces gens-là, de souche, et les autres. Ce discours-là fait 30% du corps électoral, au moins. Puisque c'est celui du Front National. Alors que les décolonisateurs ou les décolonialistes, ils en fait un épouvantail. Je suis en désaccord complet avec eux. C'est une mouvance qui a imprégné toute l'université pendant 40 ans. Oui, mais d'accord, mais dans le débat public, je constate que la rhétorique identitaire est quasi majoritaire. Alors, non, c'est pas du tout quasi... Certains à gauche le prennent. Pardon, mais Laurent, le discours de Manuel Valls. La rhétorique identitaire n'est pas majoritaire et surtout, vous mettez dans le flot de ce que vous appelez rhétorique identitaire des choses totalement différentes. Ensuite, si on veut parler des 30%, si on veut pas... Bah oui, mais c'est justement, c'est bien tout le paradoxe, cher Laurent. Mais... Si on veut parler des 30% du vote Le Pen, je ne pense pas que ce soit 30% de gens qui considèrent que la France est de race blanche et que les autres sont différents. Non. Justement, on parlait tout à l'heure du vote, des raisons économiques et sociales de ce vote. Elles sont bien plus importantes que le reste. Et donc, réduire tout ça à une espèce de peur identitaire du petit peuple... Mais bien sûr que ça se mélange, sauf qu'on ne peut pas réduire ça. Et renvoyer obsessionnellement les gens à leur racisme supposé, c'est au contraire une forme de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à force de leur répondre en permanence qu'ils votent comme ça parce qu'ils sont racistes et que ce sont ça les problématiques qu'on voit tout de suite et que les problématiques identitaires sont majoritaires, comme vous venez de le dire. Je n'ai pas dit qu'ils étaient racistes. C'est une erreur. Je n'ai pas dit qu'ils étaient racistes. Les électeurs du Front National adhèrent à des idées et à un programme. Ils ne sont pas plus idiots que les électeurs des autres partis. Ils savent très bien ce que c'est que le discours de Marine Le Pen et ce qu'il y a dans son programme. Et ils espèrent que ces aspects-là seront mis en œuvre. Ces aspects-là sont des aspects qui sont très durs à l'égard de l'immigration, par exemple, c'est vrai. Et je ne dis pas qu'ils sont racistes. On peut être contre l'immigration sans être raciste. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais c'est une politique... de votre discours. C'est une politique... Ça évolue en permanence entre une apparence d'ouverture... Vous me questionnez, j'essaye de préciser justement. J'essaye de préciser justement. Et pour ne pas tomber dans la caricature. Mais la télévision, c'est parfois difficile. Et donc, je précise... par écrit aussi, visiblement. Je précise... non, pas du tout. Mais je vous enverrai mes œuvres. Je vous lis tous les jours. Vous verrez si c'est vraiment grossier. Donc le premier débat s'achève ici. On va passer au second qui est finalement lié, puisqu'on parlait d'intégration et que l'intégration, c'est l'école. L'école qui a d'ailleurs été, je trouve, un peu le grand absent des primaires à droite. C'était aussi l'objectif principal de François Hollande, une de ses priorités de campagne. Le bilan est controversé. La réforme scolaire, notamment de Najat Vallaud-Belkacem, ne fait pas
l'unanimité, à tel point que des gens sont lassés de voir l'éducation nationale échouer. Les résultats des enquêtes PISA sont catastrophiques et certains voudraient aller jusqu'à la privatisation. Alors je me tourne peut-être vers vous en premier, Laurent Geoffroy. Est-ce que vous êtes pour la privatisation, à moins que vous préférez laisser la parole à Natacha Polonier? Est-ce qu'il faut rompre avec l'éducation nationale? Alors, je pense qu'il serait extrêmement dangereux dans l'état actuel du pays de privatiser, de libéraliser le système et de casser le seul outil qui peut encore permettre de réparer la nation et de construire une communauté nationale. Nous sommes dans une société qui met en avant l'individu, qui utilise des formes de technologie qui, au contraire, sont totalement centrifuges. Si on détruit le dernier outil, on ne sait pas ce que ça peut donner. Mais pour comprendre exactement cette position, et en l'occurrence l'idée que l'éducation nationale a été peu à peu détruite, et c'est vrai que ça risque de donner raison à ceux qui disent « oh, bah, écoutez, c'est par terre, allons-y, nettoyons ». Non, il faut essayer de comprendre pourquoi l'école française aujourd'hui est dans l'état où elle est, parce que c'est tout de même devenu l'école la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Et je pense qu'aucun homme politique ayant gouverné dans les 30 dernières années ne devrait pouvoir se regarder dans la glace quand il sait ça. Parce qu'ils ont tous une responsabilité. C'est-à-dire qu'à chaque campagne électorale, on a 3-4 grandes déclarations sur l'école, sur la jeunesse, etc. Mais les politiques de droite et de gauche font exactement la même chose, mettent en avant les mêmes réformes. Alors, ils s'affrontent sur des apparences. Les 60 000 postes de profs de Hollande, qui n'étaient d'ailleurs pas des postes de profs, qui étaient des postes dans l'éducation nationale. Petite arnaque. Mais bon, c'était de l'écume. Ce n'est pas ça le fond du problème. Et le fond du problème, ce sont des réformes qui, petit à petit, détruisent l'idéal de l'école républicaine, c'est-à-dire une école qui est là pour émanciper les individus, pour en faire des hommes libres, capables de juger par eux-mêmes, et donc capables disons, d'être souverains, d'exercer leur choix souverain de citoyens. Donc on a cassé cela au profit d'un modèle qui est en train de s'imposer dans tous les pays occidentaux, qui est un modèle utilitariste qui rend service au marché parce que nous avons besoin d'employés adaptables. Est-ce qu'elle n'est pas finalement privatisée déjà, l'école ? Mais bien sûr que petit à petit elle est privatisée, mais pas parce que de temps en temps il y aurait des entreprises qui essaieraient de faire du lobbying à l'intérieur. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le principe sur lequel elle repose désormais, qui est l'enseignement par compétence, vient en fait totalement du management. C'est un terme d'ailleurs dont on peut retracer l'histoire, qui passe par le management, la formation professionnelle, et qui s'est ensuite imposé petit à petit dans tous les textes mis en avant par l'OCDE, par l'Union européenne, et qui sert à faire de l'école une machine à former des gens aptes à remplir certaines tâches parce qu'elles vont être utiles ensuite pour faire marcher la machine économique. L'idée de nation, l'idée de civilisation, l'idée d'émancipation individuelle par le savoir ont totalement disparu. C'est en ça qu'il y a eu une entrée du néolibéralisme dans l'école, et ça, là aussi, il va falloir beaucoup de travail pour en sortir. Laurent Geoffroy, sur la privatisation d'abord, et puis après vous répondrez à la je pense que ce serait une catastrophe. Je suis tout à fait hostile. C'est une vieille idée. C'est l'idée de Milton Friedman qui a été formulée dans les années 60, consistant à dire on va distribuer des bons aux familles, des vouchers, comme ils disent, et chaque famille pourra choisir librement son établissement. Alors ça a l'air d'avoir un avantage, c'est que ça les met tous en concurrence. Et puis ça peut peut-être économiser de l'argent, paraît-il, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que ça va évidemment différencier complètement tout le système scolaire, qui va être selon les régions, selon les villes, selon qui finance, selon les classes sociales du quartier, etc., sont totalement différentes. Et dans ces conditions-là, le creuset que doit être l'école disparaît, mais alors par principe. C'est pas seulement qu'il disparaît parce qu'il est mal géré, parce que par principe, on dit on n'en veut plus. Et ça devient une entreprise de marché, c'est-à-dire mercantile en fait. Et donc chaque école aura son bilan, il faudra gagner de l'argent, etc. Le néolibéralisme était déjà à l'école en quelque sorte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Oui, alors comme il pleut, il faut se jeter à l'eau, quoi. C'est ça le raisonnement.
Non, justement, non, puisque j'explique qu'il faut non, je parle pas de. Mais sur le constat, je parle de l'hypothèse de la privatisation. On dit il y a déjà du néolibéralisme, donc on va y aller entièrement. Non, c'est pas un argument, ça. S'il y a des effets néfastes du néolibéralisme, il faut pas. Non, mais je vous ai pas opposé de contre-argument. Je vous demandais par contre sur le bilan de l'école. Est-ce que vous partagez le constat de Natacha Polony? C'est le même problème rhétorique, c'est que il est indiscutable que l'école française a connu un certain nombre d'échecs très importants, qui sont aujourd'hui visibles. C'est le classement PISA qui est pas bon, on est en milieu de tableau, et puis on est effectivement le record des inégalités à l'école, en fonction de l'origine sociale. Et toute la politique menée depuis 40 ans ou 50 ans tendait justement à essayer d'améliorer l'égalité des chances et la mobilité entre les classes sociales. Donc ça, c'est un échec politique terrible, qui effectivement le fait de la gauche et de la droite, peut-être un peu plus de la gauche, il faut être honnête, puisque le corps enseignant vote à 70% pour la gauche, par exemple, que les syndicats d'enseignants sont en général de gauche, et que les gourous, les concepteurs de ces politiques-là sont de gauche. Donc là, il y a un examen de conscience sérieux à faire. Là où je me sépare, c'est que ces classements PISA ne signalent pas forcément une catastrophe totale. C'est pas vrai. C'est polémique, c'est rhétorique, mais c'est pas vrai. La France, si on prend PISA, qui est un outil imparfait, mais enfin il est assez accepté, la France est 25e, mais derrière, vous avez les États-Unis qui sont encore plus loin. Et vous avez sont en train de remonter, sur certains critères, nous sont passés devant. Ça bouge un peu, oui, etc. Non, ils sont passés devant. Et donc, on a beaucoup de grands pays. Alors, on va dire que tous ces pays sont en pleine décadence et ils vont disparaître de la surface de la Terre. Non, je ne crois pas. Les États-Unis, c'est la principale puissance économique du monde et c'est une puissance culturelle formidable, quand même. Formidable. Alors, s'ils ont un si mauvais système scolaire, si c'est vraiment une catastrophe... Non, mais attendez, non, je parle de l'université américaine et des mais professeurs, justement, PISA ne mesure pas l'université, PISA mesure les performances à 15 ans. C'est les mêmes qui, à 15 ans, sont à l'école et puis après, ils se retrouvent... C'est bien justement toute la perversité du système américain qui l'utilise pour remonter son modèle universitaire, les cerveaux de l'ensemble du monde. Parce que les États-Unis forment extrêmement mal leur propre jeunesse. Mais bien sûr. Mais bien entendu. Les États-Unis utilisent l'immigration pour absorber les cerveaux de tous les autres pays. Les Américains ne sont pas nuls non plus. J'en connais des intellectuels américains, ils ne sont pas mauvais. Mais ça dépend desquels. Ils sont néanmoins passés par cette école en pleine déconfiture. Oui, en revanche, justement, c'est une école là aussi très inégalitaire et c'est ça que nous sommes en train de devenir. C'est-à-dire que ce que montre PISA, et c'est ça qui est très grave, c'est qu'il y a un noyau dur de très bons élèves qui reste toujours le même. Et ceux-là, en gros, ce sont ceux qui, quoi qu'il arrive, ont une famille derrière qui va pouvoir compenser les échecs de l'école. C'est pour ça que le discours de la décadence ne tient pas la route. Il tient totalement, justement. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un mauvais résultat, mais c'est un résultat quand même. Au niveau des meilleurs élèves, au niveau des élites, entre guillemets, on ne peut pas dire que le niveau... Donc c'est pour ça que j'étais en train de vous expliquer la raison dans les années 70. Aujourd'hui, c'est probablement plus difficile d'entrer à Sciences Po. Non, pas du tout. Alors là, non. Pardon, excusez-moi. Que ce soit Sciences Po, que ce soit l'agrégation, que ce soit le baccalauréat... Pardon, mais moi qui ai eu l'agrégation en 99, je peux vous dire que je n'oserais même pas me mesurer à ce qu'était un agrégé de 1960. J'ai pas vu que les élèves étaient nuls. Mais c'est autre chose. Simplement, ce noyau dur, comme je vous le disais, de très bons élèves, ce sont ceux dont les familles compenseront. Mais je sais bien. C'est la famille qui fait le travail. Pardon, si vous dites qu'il y a des inégalités scolaires, vous prêchez un converti. Je termine, Laurent. Donc, c'est la famille qui peut compenser l'échec de l'école. Tous les autres. Les mauvais élèves sont de plus en plus nombreux et il y a de moins en moins d'élèves moyens. C'est ça qu'on voit, c'est que petit à petit, la moyenne est en train de disparaître. C'est exactement d'ailleurs la même chose. C'est la même chose que le système économique qui est en train de laminer les classes moyennes. Or, c'est sur elles que reposait la démocratie, parce que ce sont ces classes moyennes qui, par l'espoir de l'ascenseur social et de la participation de leurs enfants aux élites, soutenaient la démocratie. Donc, c'est très dangereux de laisser ça. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi on a petit à petit un affaissement total. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que l'ensemble de l'école française fonctionne
très mal. Et encore une fois, ceux qui ne peuvent pas compenser par ailleurs sont tirés vers le bas et sont perdus. Mais ça peut s'expliquer par les méthodes qui ont été employées depuis 40 ans. Ça, je ne crois pas du tout. Pardon, mais vous avez fait l'éloge dans votre journal d'un livre de deux sociologues qui s'aperçoit enfin que les méthodes de lecture syllabique sont les seules qui soient efficaces, en particulier chez les enfants de milieux défavorisés. C'est ce que des gens comme moi disent depuis 20 ans en se faisant traiter de réactionnaire. On va laisser répondre à Laurent Geoffrin. Les méthodes d'enseignement de la lecture, je vais faire court, je suis d'accord, elles sont mauvaises. Pour autant que je puisse en juger, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, comment ça j'ai mis le temps? Moi, je suis d'accord avec ça. Non, je dis il était temps dans la mesure où les gens qui disent ça depuis 20 ans se font traiter de réactionnaires. Maintenant que les neurosciences démontrent qu'ils avaient raison, pas pour celle-là. Mais pardon, il serait intéressant de dire qu'il y a eu quand même quelques erreurs. Non, mais manifestement, moi, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas un idéologue. Moi, je regarde les choses. Et donc, effectivement, je reconnais... Qui ne pense pas comme nous, Laurent Geoffrin. Non, pas du tout. Mais si, toujours. Non, c'est celui qui a un préjugé construit. Moi, je n'ai pas de préjugé construit. Mais là aussi, les préjugés, ce sont les idées qui ne rentrent pas dans nos propres préjugés. Et c'est un préjugé construit que de dire que c'est une décadence globale, générale, je ne crois pas. Mais alors, je reviens sur les méthodes. J'ai une certaine compétence sur le domaine qui fait que ça ne relève pas du préjugé. Oui, d'accord. C'est une analyse et je viens de vous en donner certains éléments. Il y a des gens compétents qui ne sont pas d'accord avec vous, donc c'est pas forcément... Oui, et nous pouvons en débattre de façon argumentée sans traiter les autres d'idéologues. Moi, je ne dis pas que vous êtes idéologue et je suis objective, je débat argument contre argument. C'est pas une insulte. Mais alors justement, sur les méthodes, je suis d'accord, le retour à la méthode syllabique est éminemment souhaitable et j'imagine que c'est la même chose pour les questions mathématiques, de calcul, etc. Bon, ça d'accord. Mais par contre, en tirer l'idée que toute méthode ouverte qui privilégie l'autonomie de l'élève ou qui essaye de l'épanouir, etc. Tout ce discours qu'on entend. Toute méthode. Non, alors donc on va être d'accord. Et donc c'est très bien. Et donc parce que je constate que dans le même classement PISA, vous avez des pays qui sont à notre niveau ou devant et qui utilisent ces méthodes-là. Donc il doit y avoir d'autres facteurs qui jouent. Ou alors ces méthodes ne sont pas si mauvaises dans tous les domaines. Et que l'idée de faire une pédagogie plus moderne ou plus ouverte, un peu plus ouverte sur l'extérieur, qui tienne compte de l'évolution des savoirs et qui valorise l'élève. Souvent, les parents d'élèves qui viennent en France sont frappés par l'aspect punitif de la vie scolaire française, qui est très différent de ce qu'il y a dans beaucoup de pays qui ont des résultats scolaires très bons. Donc c'est s'obséder comme ça, je suis d'accord sur la méthode syllabique, mais s'obséder sur cette question de pédagogie, ça devient un peu réducteur, parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent beaucoup. Il y a le niveau d'inégalité dans la société, par exemple. Oui. On peut supposer que les bons résultats obtenus en Scandinavie, ça dépend des pays, on peut discuter après, etc. La Suède va très mal. Oui, je sais. Sont liés à une société qui est plus égalitaire. Homogène. Qui est plus égalitaire, pas homogène sur le plan ethnique. La Finlande, 5 millions de personnes, et oui, c'est ce que je dis. Avec pendant des années une homogénéité ethnique extrêmement forte. C'est aussi l'inégalité. Il y a beaucoup d'études sur les résultats de l'enseignement qui montrent que les inégalités sont un facteur aggravant de l'échec scolaire. Donc les pays moins égalitaires. Alors, je termine. Donc dans ces conditions-là, il faut défendre le service public, premier point. Il faut défendre le service public, les moyens du service public, il faut valoriser les professeurs et il faut faire en sorte qu'on ne tienne pas le discours soit de la privatisation, ce qui était un peu dans votre question, ou qu'on réduise constamment les moyens de l'éducation. Là aussi, il y a une différence droite-gauche. C'est une question de moyens ? Justement. Non, c'est pas seulement une question de moyens. Enfin, si vous enlevez des moyens, c'est pas forcément la bonne méthode. Il y a d'autres réformes à faire. Il y a une réforme du primaire qui me paraît effectivement affaire d'urgence, parce que les méthodes initiales sont mauvaises, on le voit dans les résultats. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais là aussi, ce discours de la catastrophe ne nous aide pas, en fait. Ça ne nous aide pas. Parce que vous instaurez une discussion où ceux d'en face, c'est-à-dire la grande majorité des responsables, en tout cas de l'éducation nationale, on les accuse d'être responsables du déclin français, de la décadence, de la fin de la République. Du déclin français, mais du gâchis sur des générations d'élèves. Oui, mais c'est pas une bonne manière de discuter, excusez-moi. Il faut les convaincre, il faut essayer de les convaincre. Qui doivent être données, qui doivent être énoncées. Je vois le débat qui a eu lieu sur le... J'ai fait un compte-rendu d'une journaliste de l'Observateur qui a fait un livre justement sur les questions de méthode syllabique. Bon, son livre est très convaincant, moi j'étais d'accord avec elle, mais elle l'a titré « Les assassins de l'école ». Mais il n'y a plus de discussion à ce moment-là.
Il y a des types qui m'ont appelé, des gens qui m'ont appelé, qui étaient attaqués dans le livre, qui m'ont dit écoutez, moi si je suis un assassin, pourquoi je vais discuter? C'est bon, je suis un assassin, d'accord. Laurent Geoffrin, ces gens-là, c'est une mauvaise manière de discuter. Qu'ils ne discutent pas. Ça fait 30 ans qu'ils évitent le débat. Oui, mais on est obligé de les imiter. Non mais. À un moment, on doit les mettre en face de leurs responsabilités parce que c'est la société française dans son ensemble et ce sont des gens, en particulier des enfants de milieux défavorisés, qui payent leurs erreurs. Des gens comme Christian Forestier, comme Philippe Mérieux, comme François Dubet, sont des gens qui président aux réformes de l'éducation nationale depuis 30 ans. La droite et la gauche les ont considérés comme des gourous, comme ceux qui dictaient la bonne méthode. Le résultat, aujourd'hui, est catastrophique. On a le droit de le dire. Ce n'est pas du catastrophisme que de constater la catastrophe. Mais je suis d'accord sur les méthodes, mais on ne peut pas tout imputer aux méthodes. La société française, elle a évolué pendant ces 30 ans ou ces 40 ans. Et c'est vrai que les inégalités de quartier à quartier se sont aggravées. Et donc, finalement, l'école en porte la marque aussi. On ne peut pas tout faire reposer sur les gens qui définissent les structures d'éducation nationale. C'est pas, non, mais les ghettos urbains, il y en a dans d'autres pays, si on vous suit, Laurent. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Mais vous disiez vous-même que tous les pays étaient frappés du même mal. Donc, oui, effectivement. Pas tout à fait, de différentes manières. L'école française est plus frappée. Elle est plus inégalitaire. Elle est plus inégalitaire et elle est, disons, davantage détruite parce que justement, dans sa conception même, elle n'est pas détruite. Elle allait dans sa vocabulaire. Elle est détruite, il n'y en a plus. Oui. Mais non, pas du tout. Excusez-moi. Mais vous avez des centaines de milliers d'enseignants qui sont des gens tout à fait compétents. Et qui se battent contre ce système. Oui, mais ne dites pas que c'est détruit. C'est grâce à eux que ça n'a pas sombré. N'a servi à rien. Au contraire. Ça n'a pas sombré ou c'est détruit? C'est grâce à eux que ça n'a pas totalement sombré. Excusez-moi. Non, mais on peut jouer sur... Donc c'est pas détruit. Laurent, on peut jouer sur les mots. C'est important le vocabulaire parce que ça crée une... On peut jouer sur les mots pendant 2 heures. Je ne joue pas sur les mots, je vous contredis, c'est pas la même chose. Non, vous jouez sur les mots. Détruit, pas détruit, sombré, pas sombré. C'est important de dire détruit, la situation est catastrophique et j'assume ce que je dis parce qu'il y a des gens qui payent. Voilà. Et que c'est en train de détruire l'ensemble de la société française. J'ai commencé en disant que les inégalités, vous aviez raison. Oui, d'accord, mais encore une fois, à quoi impute-t-on ces inégalités de savoir? À quoi impute-t-on le fait que l'école française ne joue plus ce rôle de formation de la communauté nationale? Parce que c'est ça aussi. Mais si, c'est totalement exagéré. C'est toujours exagéré. Je constate qu'après les attentats, par exemple, il y a eu un nombre incroyable de jeunes, donc qui étaient formés par l'école républicaine, par définition, ou par l'école privée, le cas échéant, et qui se sont portés volontaires pour aller se battre. Bien sûr. S'il y avait plus de civisme, ça n'existerait pas. Vous avez vu le nombre de contestations qu'il y a eu de la minute de silence après Charlie Hebdo? Il y a les deux phénomènes, mais ne dites pas qu'il n'y a plus de bien commun. Il y a un bien commun. Le nombre de jeunes qui considèrent Mohamed Merah comme un héros. Oui, vous trouvez qu'on peut se réjouir de ça? Mais est-ce que je me réjouis? J'essaye de corriger vos outrances. Je ne me réjouis pas. Non, au contraire. Laurent, il y a des tas de sujets où je fais attention à rester extrêmement nuancé. Ce sujet-là que je connais particulièrement, pardon, mais la réalité n'est pas nuancée sur ce domaine-là. Et dans la mesure, encore une fois, où les conséquences se voient aujourd'hui et que ça fait 30 ans qu'on essaye de dire qu'attention, c'est plus compliqué que ça, qu'il faut dépasser le clivage entre les tenants des pédagogies modernes, que les méthodes de lecture ne sont pas un problème. Ça fait 30 ans que j'entends ça, que les méthodes de lecture ne sont pas un problème. Si, c'est un problème. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, d'après vous, puisque vous êtes d'accord pour dire que l'école est de plus en plus inégalitaire, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe alors où on dit que l'objectif de l'école n'est plus d'inculquer un savoir ou de libérer l'homme, comme vous le disiez très justement, Natacha Polony, mais justement de réduire les inégalités? Depuis à peu près 40 ans, on nous dit que l'objectif de l'école, c'est réduire les inégalités. Il y a un paradoxe parce que depuis qu'on est sorti comme objectif primordial, le fait de libérer les hommes par la culture et l'esprit critique, les inégalités augmentent. Depuis justement qu'on a dit que l'école avait cet objectif. Vous ne trouvez pas ça paradoxal? Je ne sais pas si on dit que le seul objectif de l'école, c'est de réduire les inégalités. C'est un point important, parce que dans la philosophie commune, on est censé avoir tous les mêmes chances à la naissance. Vous ne pensez pas que c'est un résultat républicain, ça? C'est un effet justement de l'éducation. Est-ce que c'est l'objectif de l'éducation? Non, je ne crois pas que c'est... Vous voulez dire que c'est par égalitarisme qu'on est arrivé à l'inégalité, c'est ça que vous voulez dire? Mais je ne crois pas, non. Je crois qu'on a employé, par exemple en matière de lecture, en matière de calcul, des mauvaises méthodes. Mais par ailleurs, on ne peut pas dire que l'effort du corps enseignant, qui se fait parfois contre le ministère, je ne le nie pas, que l'effort du corps enseignant, qui sont des gens de bonne volonté, qui sont des gens souvent très compétents, qui sont très dévoués, n'a abouti à rien. Non, c'est pas vrai. Je prenais cet exemple du volontariat
dans les, je sais pas ce qu'on va appeler ça, une garde civile ou une garde nationale, je ne sais plus, et du volontariat au service civique, par exemple, il y a beaucoup de gens. Il n'y a pas que ça. Il y en a qui sont tout à fait de l'autre bord et qui sont pratiquement exclus de la communauté républicaine, ça c'est vrai. Mais il y a, le civisme existe en France. Et il existe même de manière surprenante, frappante, quoi. Et de la même manière, on dit qu'il n'y a plus de sentiment national, les gens sont plus solidaires. C'est pas vrai du tout. Regarde, on mène une guerre depuis maintenant 10 ans, à 15 ans, on peut la contester, mais enfin, on mène une guerre dans le Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, etc. Il y a très peu de gens qui contestent cet effort, qui tue des gens, qui en envoient des gens et qui se font tuer. Et alors, ce sont des volontaires, d'accord, mais enfin quand même. Et personne n'a mis en cause l'action de la France au Mali, ou pratiquement personne, sauf une fraction d'extrême gauche, une fraction d'extrême droite. La masse de la population est civique sur ce plan. Elle dit, bon, nous sommes dans un conflit armé avec des gens, on ne va pas commencer à tirer dans le dos du gouvernement. Donc c'est une preuve de civisme. Et il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples qu'on ne met jamais en exergue. Mauvais exemple. Pour le coup, la question de débattre de l'opportunité d'une intervention en extérieur n'est pas un manque de civisme. Et je préférerais que les Français s'intéressent un tout petit peu plus à la politique extérieure de la France telle qu'elle est menée depuis plusieurs années. Que les gens n'ont pas peur. Ils n'ont pas. Si la société est aussi désagrégée que vous dites, tous ces gens-là diraient mais non, qu'est-ce qu'on va faire dans ces contrées lointaines qui ne nous concernent pas, etc. Les gens ont compris qu'il y avait un lien entre... La société peut être la société est beaucoup mieux, et ça se traduit parfois par une indifférence totale à ces questions, par exemple. Donc je ne pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet. Enfin, vous liez deux sujets qui n'ont rien à voir. Je prends des exemples de civisme qui montrent que le civisme existe toujours. Alors, pour moi, c'est pas du civisme. Si, la solidarité avec les armées est un... Mais est-ce que le rôle de l'école, finalement, c'est d'enseigner le civisme? Oui, en partie, mais est-ce que c'est pas éloigné de sa mission première qui était l'instruction? Je l'ai dit tout à l'heure, l'école telle qu'elle a été pensée par les fondateurs de l'école républicaine et lointainement par Condorcet, c'est d'offrir à l'ensemble des citoyens cette éducation libérale qui était sous l'Ancien Régime, réservée aux gens les plus favorisés. Ce qu'on appelle l'éducation libérale, c'est une éducation qui libère par le savoir. C'est l'idée que le savoir est un cheminement qui modifie l'être humain et qui le rend un peu plus humain, ou en tout cas qui développe l'humanité en lui. C'est cela l'idée. Donc c'est pour ça que des tas de professeurs se sont battus contre cette idée, par exemple, qui était un pur symbole, de cette phrase dans la loi de 89 sur l'enfant qui est au centre du système. Beaucoup disaient c'est le savoir qui doit rester au centre du système, parce que justement c'est ce savoir qui doit être transmis, offert à des enfants, parce que ça va les libérer, ça va les émanciper. Le terme d'émancipation, j'y tiens beaucoup. Il y a aujourd'hui un antagonisme entre émancipation et aliénation qui est fondamental. C'est tout le combat de nos sociétés. Nous sommes dans des sociétés qui aliènent de plus en plus, l'air de rien, comme ça. Justement, en abandonnant petit à petit des conceptions qui étaient celles qui permettaient à chaque être humain d'être souverain, de faire ses choix dans la société et donc de jouer leur rôle de citoyen. Et le rôle de l'école, c'est cela, c'est d'émanciper. Donc, le règlement des inégalités, c'est ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. C'est-à-dire que si réellement on a transmis à tous des savoirs considérés comme universels, qu'on leur a permis de ne plus dépendre d'autrui pour leur jugement, ce qui est la définition de l'instruction chez Condorcet, alors petit à petit, on rétablit cette inégalité de naissance qui existe de fait et qui malheureusement doit être combattue. Alors, qui doit être combattue, je veux dire, parce que malheureusement elle existe, et qui doit être combattue par différents biais, donc par l'école, mais aussi par l'égalité républicaine, c'est-à-dire la compensation par l'impôt, etc. Enfin, tout ce genre de politique. Tout cela, aujourd'hui, ne fonctionne plus suffisamment. Il faut revenir à l'école de Condorcet, ou est-ce que l'école de Najat Vallaud-Belkacem, c'est le futur? Mais ça dépend de ce qu'on entend par là. S'il faut revenir au principe, oui, je suis d'accord, on peut revenir au principe, ils sont très bien, les principes. Revenir en arrière, c'est-à-dire se dire, bon, il faut que le système scolaire français revienne comme il était il y a je sais pas, 50 ans ou un siècle, ça n'a pas de contenu comme idée, parce que la société n'est plus du tout la même. Donc, vous n'allez pas reprendre exactement les mêmes pratiques, les mêmes méthodes, les mêmes gens. Ça fait partie de la nostalgie ambiante, quoi. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Oui, c'était mieux avant. Je ne suis pas sûr que c'était mieux. Une fois de plus, moi, quand j'étais à l'école,
il y avait un système de sélection sociale qui était également assez dur, hein, qui était ni plus dur ni moins dur qu'aujourd'hui, du même genre, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin de la sixième, qui était différent parce qu'il était institutionnalisé, c'était plus grave. Enfin, c'était pas plus grave d'ailleurs, c'était différent. Enfin, c'était différent justement, mais je ne crois pas qu'on puisse revenir à cette période où à la fin de la. Personne ne le souhaite. Non, mais vous me demandez Condorcet, revenir au passé. Mais c'est pas du tout revenir pareil au que passé. de revenir. J'essaye de répondre. C'est une manière de revenir au passé. Donc Condorcet, oui. Mais revenir à l'école d'antan, je n'y crois pas. C'est peut-être souhaitable, imaginons, mais je ne crois pas que ce soit possible. Et comme c'est pas possible, on perd son temps à en discuter beaucoup. Oui, mais vous voyez comme la logique est viciée. C'est-à-dire que on parle de ce qu'est le but de l'école républicaine, en effet, tel qu'il a été défini par Condorcet, et immédiatement on dévie sur l'idée « Ah, mais on ne peut pas revenir à l'école comme il y a 50 ans ». Parce que j'entends dans le débat public, il y a des gens qui disent que c'était beaucoup mieux avant. Je n'entends personne dire qu'il faudrait revenir à une sélection telle qu'elle était organisée par l'argent dans les... c'était pas forcément par l'argent. C'était une sélection par l'argent. Et elle était institutionnalisée. Il y avait quelques enfants de pauvres qui étaient autorisés à passer d'abord le certificat d'études, puis ensuite à accéder au lycée. Mais c'était par l'argent que ça se faisait. Les professeurs essayaient aussi de sélectionner. Oui, c'est ce que je vous dis. Il y en avait quelques-uns qui étaient sélectionnés. Il faut le mettre au lycée directement. Oui, voilà. Mais c'était donc une exception. Tandis que là, ce qui me scandalise... Donc vous êtes d'accord il faut fixer comme objectif une école démocratique, assez large. Mais une fois qu'on a... d'accord avec ça. Mais évidemment, puisque ça ne veut rien dire. Bon, nous sommes d'accord. Pardon. Mais si, ça veut dire quelque chose. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Donc ça a changé, donc ça veut dire quelque chose. Oui, puisque je viens de vous expliquer justement qu'il n'était pas souhaitable de revenir. Je constate que nous sommes d'accord sur ce point, c'est bien. Oui, mais comme ça ne sert à rien, je pense que le plus intéressant est de passer directement à la suite. Si, ça sert à rien de fixer des objectifs de démocratisation, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous appelez démocratisation? Pardon. L'égalité des chances entre tous les gens, quelle que soit leur origine sociale. C'est ça l'objectif. Il n'est pas atteint aujourd'hui, c'est d'où le problème. Laurent, il y a deux choses différentes. Il y a le système, l'organisation du système, qui doit être démocratique dans le sens où il ne doit pas sélectionner en fonction du milieu social, en fonction de l'origine, etc. Essayer de monter une génération à un niveau de formation moyen plus élevé. Ça existe. Désormais, depuis la loi Haby, et petit à petit, on a bricolé. Sauf que parallèlement, ce qu'on a fait de l'école, les objectifs qu'on lui a imposés et les méthodes également, ont fait qu'on arrive, encore une fois, à une école plus inégalitaire qu'elle ne l'était quand elle sélectionnait par l'argent, ce qui est quand même un comble. Donc, venir brandir la démocratisation, etc., ne sert à rien. La question est d'analyser pourquoi aujourd'hui, notre école n'apprend plus à lire, à écrire, à calculer à des enfants, quel que soit leur milieu social. Ce qu'elle faisait mieux, pas parfaitement, mais elle le faisait mieux avant. Donc, sans revenir à l'école d'avant, ce que nous ne souhaitons pas, puisque nous sommes républicains et que la base de la République, c'est l'égalité entre les citoyens, nous pouvons nous poser la question des méthodes, des objectifs que se fixe l'école et de la formation des professeurs. Parce que je pense que c'est le nerf de la guerre. Et qu'en effet, quand des professeurs ignorent certaines méthodes parce qu'elles ne l'auront pas été transmises. Quand on explique, vous ne parlez que des méthodes. Quand on explique à des jeunes professeurs que il faut se rassurer, les vieux professeurs avec leurs méthodes ringardes vont partir à la retraite et que comme ça, enfin, les méthodes nouvelles et réellement pédagogiques vont pouvoir arriver, ce qu'on m'a expliqué quand j'étais jeune prof, je pense qu'il y a un léger problème. Donc les méthodes ont une importance énorme et je pourrais vous inviter à comparer des manuels scolaires de primaire pour comprendre immédiatement en quoi les méthodes sont fondamentales. On voit tout de suite ce qui ne fonctionne pas. Pour conclure, M. Geoffrin. Vous me contredisez, on fait un débat, alors que sur cette question des méthodes, je ne suis pas en désaccord fondamental. Moi, je connais un peu l'histoire et je suis un historien amateur. C'est vrai que les manuels scolaires d'histoire me semblent épouvantables et qu'on devrait faire des manuels différents, où le récit, les personnages jouent un rôle beaucoup plus important. Quand je parle de méthode, je parle aussi de la façon, du message qu'on transmet, c'est-à-dire du goût de l'effort, de l'exigence qu'on peut avoir vis-à-vis des élèves, de la façon dont on nourrit leur appétit de savoir. C'est tout ça aussi qui, petit à petit, n'a pas été fait dans le bon sens, parce que on a expliqué pendant des années que l'école devait simplement épanouir. Il y a une réforme du primaire qui est très importante, et qui consiste effectivement à utiliser des méthodes éprouvées, les méthodes qui marchent le mieux, pas besoin de faire de rhétorique là-dessus. Et deuxièmement, que les moyens doivent être suffisants. Il est probable qu'au collège, l'autorité des chefs d'établissement doit être renforcée,
Elle est, à mon avis, insuffisante, d'après ce que je peux en juger. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça de bon sens à faire. La réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, qui va dans le sens de toutes les réformes qui ont été prises depuis 30 ans pour abolir petit à petit les savoirs disciplinaires, pour essayer de coller à cet enseignement par compétence qui est purement utilitariste et qui détruit l'idée d'émancipation de l'école. Qu'il y ait des cas où on fait travailler des gens ensemble qui ne sont pas forcément de la même discipline, c'est pas forcément stupide. Ça peut avoir une efficacité aussi. Non, mais moi, je me souviens, même de mon temps, qui est très ancien, il y avait ce genre d'exercice. Mais justement, qui n'était pas la transmission du savoir direct, mais un exercice pratique, une sortie. C'est pas idiot de faire ça. En effet, mais n'insultons pas les professeurs, ils le font depuis des années. C'est honteux, ils sont allés visiter l'église d'à côté pour voir comment elle était. C'est ce que je lis, pas chez vous forcément, mais c'est ce que je lis. Il y a une espèce de virulence incroyable d'un certain nombre d'auteurs, on a l'impression qu'on est devenu une nation où les gens, personne ne sait plus lire, ni écrire, ni faire quoi que ce soit. C'est complètement faux, ce qui est ridicule. Quoi. Donc ce discours de l'effroi, comme ça, en plus c'est paralysant. Rien ne marche, tout va très mal. Regardez le niveau d'orthographe grammatical, c'est-à-dire celui qui permet de savoir oui, je sais, si un il vient d'avoir une étude qui est sortie qui montre qu'elle a baissé. Exactement. Et l'orthographe grammaticale, c'est pas justement de savoir si on met un ou deux N à rationnel, ça tout le monde s'en fiche. C'est de savoir comment on distingue. Mais oui. Pardon, mais c'est important. Moi, j'avais le premier prix d'orthographe. Mais sauf que quand vous me dites, non, c'est pas la science des ânes. Quand vous me dites, c'est très bien les savoirs interdisciplinaires, etc. Oui, mais la vraie interdisciplinarité, les profs la pratiquent depuis des années. Ce qu'on est en train de leur faire, c'est autre chose. C'est une espèce d'usine à gaz avec des sujets aussi extraordinaires que essayer de déterminer si le régime alimentaire des Mabovary est équilibré. Enfin, pardon, mais là, c'est le degré zéro de l'éducation. Voilà. Or, c'est ça la réforme du collège. Merci beaucoup. Merci. Ce sera le mot de la fin.